Bienvenue à nouveau dans l'émission. Nous retrouvons Michael von der Schulenburg, un député allemand du Parlement européen, qui a également passé 34 ans aux Nations Unies, vivant et travaillant dans des zones de conflit à travers le monde. Bienvenue à nouveau. Merci beaucoup, Dan. La plus grande zone de conflit est maintenant, je suis au Parlement. Je vous le dis, c'est un endroit très désagréable, je dois dire. Pour quelqu'un qui veut la paix, c'est un endroit très désagréable. Cela peut sembler une blague, mais en réalité, le conflit d'aujourd'hui, c'est l'Europe elle-même. Et c'était précisément ce que le projet européen devait empêcher de se reproduire. Il existe un récit très séduisant autour de l'Union européenne. Qu'après la Seconde Guerre mondiale, les Européens se sont intégrés à travers la communauté européenne du charbon et de l'acier. Puis, cela a évolué vers la communauté européenne, le prédécesseur de l'Union européenne, afin de rechercher la sécurité les uns avec les autres plutôt que les uns contre les autres. Elle avait également un objectif économique, aider les Européens à se reconstruire et à éviter cette rivalité industrielle très destructrice. À la place, ils pouvaient utiliser leur pouvoir de négociation collective pour une autonomie et un développement commun. Mais je ne reconnais plus vraiment cette Europe aujourd'hui, du moins dans une certaine mesure. Je veux dire, toute cette vision d'un projet de paix et d'un projet économique capable d'atteindre des objectifs clairs, concrets et tangibles, il semble qu'elle ait changé. Il y a désormais davantage cette ambition de grande puissance. J'ai du mal à mettre le doigt dessus. Mais encore une fois, vous qui avez passé des décennies dans des zones de conflit et qui êtes aussi député au Parlement européen. Oui, comment voyez-vous l'évolution du projet européen et comment pouvons-nous déterminer ce qu'il faut faire pour le remettre sur les rails? Je veux dire, si vous siégez au Parlement et que vous suivez les débats de plus près, vous avez l'impression que cela devient une alliance militaire. Nous venons de recevoir une proposition pour cette soi-disant feuille de route de préparation à la défense. Il n'y a pas d'estimation de coût, mais cela doit représenter des centaines de milliards de dollars. Nous voulons nous réarmer. Nous faisons en gros des choses qui relevaient autrefois de la responsabilité de l'OTAN. Nous sommes en train, en quelque sorte, d'intégrer l'OTAN dans l'Union européenne. Et je pense que ça a quelque chose à voir avec nos élites, car ce qu'elles font maintenant est irrationnel. Vous savez, l'Europe est entourée de deux guerres. La guerre en Ukraine, notre voisinage, et puis les différentes guerres d'Israël, également dans notre voisinage. Et dans les deux cas, nous perdons ou notre allié perd, comme en Israël. Maintenant, nous sommes en train de perdre, et nous ne voulons pas l'admettre. Quand on est ici au Parlement, ils pensent encore que nous gagnons ces guerres. Ils disent que nous avons dit aux Russes qu'ils ne pouvaient rien conquérir, que la situation a tourné en notre faveur, et ainsi de suite. C'est un refus de faire face à la réalité que nous constatons ici même au Parlement. Et par conséquent, nos politiques sont complètement irrationnelles. Je me suis toujours demandé, pourquoi faisons-nous cela? Je veux dire, en entrant en conflit avec la Russie, nous avons maintenant une énergie très chère. Nous n'avons plus de pétrole, plus de ressources naturelles bon marché. Nous sommes aussi en conflit avec la Chine. Notre économie décline. La France est en faillite, le Royaume-Uni probablement aussi. L'Allemagne perd rapidement sa base industrielle. Il ne reste presque plus d'industrie chimique. Nous produisions 6 millions de voitures. Je crois que l'an dernier, c'était seulement 4 millions. C'est cela qui faisait notre économie. Alors pourquoi agissons-nous ainsi? Je n'ai qu'une seule explication à cela. C'est un projet d'élite. Nous pensions vouloir être la troisième grande puissance dans un monde multipolaire, que la guerre en Ukraine nous donnait l'occasion de côtoyer les autres, de nous rassembler, de faire de l'Union européenne
une sorte de semi-État, ou vous savez, les États-Unis d'Europe. Quand on regarde Madame von der Leyen, quand elle se déplace, elle se comporte comme la présidente d'un État, pas d'une administration. Je veux dire, la Commission n'est fondamentalement qu'une administration. Donc je pense qu'il y a tout un ensemble de domaines dans lesquels nous voulons être grands. Nous voulons une Europe qui s'étende de l'Atlantique à la mer Noire. Nous voulons une Europe qui aille de la Méditerranée au pôle Nord. Et ainsi nous parlons de l'Ukraine et de ces pays qui doivent être intégrés à l'Union européenne sans aucune condition. Cela doit être fait très rapidement. Nous rappelons aux Serbes qu'ils doivent suivre nos politiques, des politiques anti-russes. Nous devons tous nous aligner. Je veux dire, nous avons récemment eu le soi-disant Premier ministre du Groenland, comment dit-on, Greenland en anglais, un pays de 56 000 habitants, et il est appelé Premier ministre là-bas. Il a aussi parlé comme un Premier ministre, et tout le monde s'est levé. Il a dit qu'il voulait venir en Europe, et non aux États-Unis, et des choses de ce genre. C'est la même chose avec le chef de l'opposition du Bélarus au Parlement. Tout le monde s'est levé d'un bond, et il a dit que la Russie ne gagnerait jamais cette guerre, qu'il ferait partie de l'Europe, et qu'il repousserait la Russie en Asie, et des choses comme ça. Je pense donc que nous avons ce projet dans lequel nous voulons inclure la Biélorussie, nous voulons y inclure l'Ukraine. Bien sûr, nous n'avons pas tout à fait renoncé à la Géorgie, et nous voulons aussi de l'autre côté y inclure le Groenland. Je pense donc que nous avons ce rêve d'un grand projet, mais je crois qu'il s'effondrera complètement, car il n'est pas fondé sur la réalité. Le traité de Maastricht n'est pas fait pour les gens. Nous avons donc maintenant une institution élitiste et technocratique qui se nourrit d'elle-même. Et malheureusement, le Parlement est structuré de telle manière qu'il voit les choses de la même façon. Il soutient tout ce qui concerne l'armement, le réarmement, le refus de dialoguer avec la Russie et tout le reste. C'est donc une politique très irrationnelle, tout cela. Il semble qu'un problème clé, comme vous le suggérez, soit qu'il refuse de voir le monde tel qu'il est, plutôt que tel qu'il voudrait qu'il soit. Une grande partie de ce qui se passe actuellement ne semble pas durable. Toutes ces politiques détruisent les économies européennes. Les dirigeants politiques non seulement ont de faibles taux d'approbation, mais ils suscitent également une réelle inquiétude quant à la légitimité politique. Et c'est étrange. Il est difficile de comprendre pourquoi il n'y a pas de correction de cap, étant donné que nous continuons sur cette voie. Et vous avez suggéré qu'il y a maintenant cette volonté, même après le désastre en Ukraine, de pousser encore plus loin. Souvenez-vous, en 2013, les Ukrainiens avaient proposé un accord trilatéral, qu'ils ne devraient pas avoir à choisir entre la Russie et l'Union européenne, que cela devrait être un arrangement à trois. Et nous avons dit non. Et même maintenant, après tout ce désastre, l'objectif semble être que les Géorgiens doivent être forcés d'y entrer, même s'ils ne veulent pas choisir. Ils l'ont clairement dit. Nous aimerions rejoindre l'Union européenne, mais nous ne serons pas une ligne de front contre les Russes et les Moldaves. En fait, cela revient à détruire la réputation même de la démocratie en manipulant. Je veux dire, ce sont des élections truquées. À grande échelle, des élections truquées. Je veux dire, pourquoi acceptons-nous cela? Pourquoi sont-ils intervenus dans les élections en Roumanie? Pourquoi sont-ils intervenus dans les élections en Géorgie? Je veux dire, nous pensons maintenant en termes de changement de régime. Ils le font de manière non professionnelle d'ailleurs, parce que les Européens ne sont pas très compétents dans ce domaine. Ils essayent simplement de faire en sorte que les choses aillent dans leur sens. Et cela ne fonctionnera pas. Cela ne fonctionnera pas. Nous allons avoir un gros problème dans un an ou deux, quand tout éclatera.
Nous n'avons aucun plan pour savoir quoi faire lorsque l'Ukraine perdra la guerre. Que va-t-on faire? Nous continuons de dire à tout le monde que nous sommes encore en train de la gagner, et en même temps, nous perdons des emplois. Notre énergie coûte 4 ou 5 fois plus cher qu'en Chine et aux États-Unis. Je veux dire, nous ne pouvons pas prendre de tels engagements énormes. Pensez à cet accord avec les États-Unis. 600 milliards de dollars d'investissement que nous sommes censés réaliser aux États-Unis. Qui? Je veux dire qui? Nous voulons acheter du gaz liquéfié et du pétrole aux États-Unis pour 750 milliards de dollars. Nous voulons acheter des puces pour l'intelligence artificielle pour 40 milliards de dollars. Je veux dire, nous avons signé tout cela, mais nous ne pourrons jamais le faire. Nous avons aussi signé que nous augmenterions nos dépenses militaires à 5%. Quel pays pourrait faire cela? La France pourrait-elle le faire aujourd'hui? Non. Et l'Allemagne pourrait-elle le faire? Je ne pense pas que nous le pourrions non plus. Nous avons des plans que nous ne pouvons plus mettre en œuvre. Ils sont complètement irréalistes. Je veux dire, regardez, je dis cela aux Ukrainiens parce que j'ai des contacts avec eux. J'ai dit, vous savez, l'Europe vous trompe. Je veux dire, tout ce que nous vous avons promis, nous ne pouvons pas le tenir. Nous avons dit que nous renforcerions votre armée pour améliorer votre position dans les négociations. C'est le contraire qui se produit. Nous avons dit que nous enverrions des forces de maintien de la paix de l'OTAN. La coalition des volontaires n'aura pas lieu. Nous parlons de l'article 5, de garantie de sécurité. Cela n'arrivera jamais. La France ne donnera aucune garantie de sécurité. Elle ne risquera pas Paris pour Kharkiv ou quoi que ce soit de ce genre. Cela n'arrivera tout simplement pas. Ce sont les paroles de quelqu'un qui a connu tant de guerres comme moi. Je veux dire, tu sais bien que ces choses ne sont pas réalistes. La sécurité n'est pas une garantie de sécurité. Cela signifie essentiellement que tu as un accord de paix ou une sorte d'arrangement où peut-être personne n'est vraiment satisfait, mais où tout le monde peut commencer à reconstruire à partir de là. C'est la seule véritable sécurité que tu auras, ta relation avec ton voisin. Et tu sais, il y a beaucoup de choses que nous avions autrefois promis de leur donner. Dans nos résolutions, nous avons dit que l'Ukraine devrait recevoir 0,25% de tout notre PIB chaque année. Rien ne s'est passé. Rien du tout. Maintenant, comme nous n'avons plus d'argent, nous voulons utiliser les avoirs gelés des Russes. Et nous avons fait grand bruit au Parlement. Oui, nous avons approuvé cela. Nous devons obtenir cet argent et la Russie le remboursera lorsqu'elle aura perdu la guerre. Je veux dire, nous pensons toujours qu'ils sont en train de perdre la guerre, mais cela n'arrivera pas. Vous savez, toutes ces choses n'arriveront pas. Et l'Ukraine doit en prendre conscience. Maintenant, nous avons cette grande histoire selon laquelle 2 hélicoptères sont entrés dans un endroit appelé Pokrovsk. Pensez-vous que cela change quoi que ce soit? C'est hilarant. Pour quelqu'un qui connaît un peu la façon dont ces guerres se développent, j'ai dit au Parlement que je n'arrivais tout simplement pas à croire ce que j'entendais. Je n'arrive pas à croire ce que j'entends. Regardez Israël. Israël ne gagnera aucune de ces guerres. La grande idée du Grand Israël est pour le moment mise à mal par Trump. Il y a eu un accord sur Gaza. Où étaient les Européens? Nous ne sommes même pas des puissances garantes. C'est la Turquie, mais pas l'Union européenne. Il faut comprendre ce que ça signifie. C'est notre voisin, juste de l'autre côté de la mer, et nous ne jouons aucun rôle. Seul M. Costa s'y est rendu. Personne ne l'a vu à la télévision parce qu'il a disparu. Il n'en a jamais rien dit. Alors nous avons cette grande entité, l'Union européenne, avec 450 millions d'habitants, encore relativement riche, et nous ne jouons aucun rôle du tout. Et ce sont nos politiques. Madame Cullors n'est plus reçue nulle part. Je veux dire, c'est un suicide que nous commettons, un suicide économique et politique, un suicide au ralenti. Je n'ai pas d'autre mot pour cela.
Oui, j'ai un collègue américain qui est récemment allé à Kiev et a rencontré des personnes comme le chef du renseignement, Boudanov, ainsi que l'ancien ministre de la Défense. Et ils peuvent confirmer ce que vous dites maintenant, qu'ils se sentent eux aussi trahis par les Européens, parce que les Européens leur promettent monts et merveilles tant qu'ils continuent à se battre. Mais ensuite, rien ne se concrétise vraiment. Et cela ne peut tout simplement pas se concrétiser. Nous n'avons pas les armes, nous n'avons pas la volonté politique, nous n'avons pas l'économie pour réellement tenir toutes ces promesses. Mais vous avez mentionné tout ce grand pouvoir auquel les Européens ne sont pas davantage conviés. En effet, c'est vrai. En Égypte, ils ont été invités, mais ils ont été tournés en dérision, tandis que les étudiants se tenaient là et qu'on les reléguait à l'arrière. Je veux dire la façon dont il a traité les Britanniques. Oui. Les Britanniques disaient toujours, c'est leur zone, leur zone. Ils pensent encore être les puissances coloniales, les grands frères des Américains, et parce qu'ils disposent de plus de renseignements que les Américains, ils croient diriger le jeu. Je veux dire rien de tout cela. Rien de tout cela. C'est juste que nous continuons à nous comporter comme des puissances post-coloniales, sans réaliser que cette époque est terminée depuis 50 ans. Mais l'Europe, vous savez, pour ceux qui étudiaient Lulu Mayer dans les années 1990 et 2000, l'Union européenne était conceptualisée, dans une certaine mesure, à travers ces cercles concentriques. C'est-à-dire qu'au centre se trouvaient les pays du noyau de nos membres, puis le voisinage immédiat, et même à la périphérie, de grands pays comme la Turquie et la Russie, qui, pour une raison ou une autre, semblaient perpétuellement graviter autour du centre de l'U-Member. Ils se tournaient vers l'Union pour son leadership en matière de prise de décision, mais n'avaient en réalité pas de siège à la table. Et c'était cette force gravitationnelle qui maintenait le projet européen en mouvement. Mais aujourd'hui, bien sûr, alors que l'UE avait été rêvée comme la nouvelle grande puissance du siècle, nous voyons maintenant, comme vous l'avez suggéré, que la Turquie est invitée. Et lorsque les Américains parlent de la politique des grandes puissances de l'avenir, ils identifient trois pôles de puissance: les États-Unis, la Russie et la Chine. Certains pourraient voir l'Inde entrer dans ce tableau, mais l'Europe n'est même pas sur la liste. Elle n'est pas sur la carte. Pensez-vous donc que ça fait partie de la... Je pense que lorsque Trump a été élu et que les Européens ont compris qu'ils allaient peut-être devoir se débrouiller seuls, ils ont soudain réalisé qu'ils étaient en train de perdre leur place de troisième puissance mondiale. Ce sera la Russie. Ils pensaient, vous savez, que lorsque nous nous battons pour le contrôle de l'Ukraine, c'est quelque chose que nous avons fait pendant la Première Guerre mondiale, que nous avons refait pendant la Seconde et que nous faisons encore aujourd'hui. Et je pense qu'à chaque fois, nous perdons. Chaque fois, il s'agit de projeter la puissance, d'essayer de garder cette immense Russie avec tout ce territoire un peu sous contrôle. Si nous éliminons l'Ukraine, nous l'affaiblirions. C'est toujours la même politique, et elle ne fonctionne pas. Et je pense que cette fois, nous en souffrirons vraiment, parce que l'Europe ne s'en remettra pas facilement. Nous avons perdu les industries, et elles ne reviendront pas. Je ne vois pas ça. Vous savez, quand on compare avec les grands pays, je veux dire, l'UE est bien plus petite. Par la population, par la production, par la technologie. La technologie n'est plus en Europe. L'intelligence artificielle, il ne nous reste plus rien. Nous fabriquions beaucoup de voitures autrefois. Maintenant, ce sont les Chinois qui le font, et bien moins cher. Nous construisions encore des avions. Les Chinois vont arriver sur le marché, et nous allons en souffrir. Donc je pense que nous n'avons aucun plan pour l'avenir. C'est toujours cette idée que nous sommes formidables. Et regardez les sanctions.
Je veux dire, nous avons cru que l'Inde et la Chine changeraient leur politique parce que Madame Cullors voulait leur imposer des sanctions. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrive même pas avec les États-Unis. Je veux dire, toute politique est l'art du possible. Et nous avons complètement perdu cela. Nous faisons semblant que oui, nous venons d'avoir Madame Cullors à Kiev, et elle a dit « Oh, la guerre a maintenant changé de cap. C'est désormais l'Ukraine qui avance. » Je veux dire, de quoi parle-t-elle? C'est ce qu'elle a dit. Et nous avons eu un discours de von der Leyen il y a environ une semaine, où elle a déclaré « Non, les sanctions fonctionnent enfin. L'économie russe est sur le point de s'effondrer. Il nous suffit d'introduire ce 19e paquet. » Et des choses de ce genre. Je veux dire, il y a un déni de la réalité à un degré suicidaire. Je ne peux pas l'expliquer autrement. Et vous savez, si vous dites quelque chose au Parlement, on vous hue et on vous considère comme pro-russe ou je ne sais quoi, je ne suis pour rien. Je dis simplement en tant que parlementaire européen que nous faisons fausse route et que nous nous faisons du tort à nous-mêmes. Oui. Eh bien, au début, je pensais que c'était simplement une question de faire semblant jusqu'à ce que ça marche. Il suffisait de continuer à faire croire aux gens que nous gagnions pour qu'ils continuent à engager des ressources. Mais je pense que c'est plus profond que ça. Je veux dire, Walter Lippmann, il y a un siècle, écrivait qu'il n'était pas vraiment nécessaire d'avoir une censure puissante ou des instruments de propagande. Parce que les êtres humains, lorsqu'ils voient quelque chose qui contredit leurs convictions profondes, ferment eux-mêmes le journal. Ils changent de chaîne. Ils détournent le regard. Et si l'on reconnaît que les Européens pensaient que nous allions être la troisième puissance, et que l'on voit maintenant que nous sommes en train de perdre, plus la situation se dégrade, plus il devient évident que les choses ne se passent pas comme nous le pensions. Plus la tentation est forte de détourner le regard et d'ignorer la réalité. Et cela commence à ressembler, oui, davantage à une situation qu'il faut expliquer par la psychologie plutôt que par la sécurité internationale, parce que cela n'a plus vraiment de sens. Oui, mais nous n'avons aucun politicien en Europe qui dise quoi que ce soit, sauf peut-être M. Orbán et Fico, et maintenant un peu les Tchèques. Je veux dire, les Espagnols se taisent, même s'ils pensent probablement autrement. Les Italiens aussi pensent sans doute différemment, mais ils se taisent. Donc nous suivons tous le mouvement. Personne ne tire vraiment la sonnette d'alarme. Maintenant, nous avons cette vision très négative de Trump. J'ai un point de vue différent à ce sujet. Pas que je l'aime ou quoi que ce soit, tu peux t'en douter. Mais au moins, il négocie. Il agit. Tout cela semble irrationnel, mais regarde sa relation avec la Russie. Depuis qu'il est au pouvoir, il n'a vraiment rien fait pour nuire à la Russie. Je veux dire, ces sanctions contre les compagnies pétrolières ne signifient pas grand-chose. Mais a-t-il envoyé des missiles Tomahawk? A-t-il cessé de leur fournir des armes? Il dit parfois des choses désagréables à leur sujet, mais en réalité, il attend. Et je peux imaginer qu'au moment où le Donbass sera, je veux dire, ces villes, Pokrovsk et Kostiantynivka, ou peu importe leur nom, seront tombées, je pense qu'ils auront un traité de paix. Je suis sûr que les Américains et les Russes continuent de se parler, malgré tout ce qu'on voit à l'écran, tous ces discours étranges. Il y a une interview intéressante de Vance, et aussi de, comment s'appelle-t-il, Dmitriev, lorsqu'il est venu aux États-Unis. Il a dit, « Vous savez, nous sommes beaucoup plus proches d'un accord de paix que vous ne le pensez. » Les deux l'ont dit, c'est pas pour rien. Je suis sûr qu'il y a des négociations, je suis sûr qu'ils continuent de se parler. Et il y a aussi autre chose d'intéressant. Quand Trump a appris l'existence de l'expérience avec ces nouveaux missiles appelés Avant-Garde, enfin je ne parle pas russe, il a dit quel dommage. Cela arrive au mauvais moment. Bien sûr parce que cela le fragilise vis-à-vis de ses propres néoconservateurs.
Je veux dire, Trump a ce gros problème d'être entouré de néoconservateurs. Et c'est pour cela qu'il fait appel à M. Kushner ou à son gendre pour mener ces négociations, parce qu'il ne fait plus confiance à sa propre administration. Et d'ailleurs, je pense que Poutine aura le même problème. Il a un problème avec les durs. S'ils gagnent dans le Donbass, ils insisteront pour aller jusqu'à Odessa aussi. La pression vient des durs des deux côtés en ce moment. Et nous, en Europe, nous ne voulons pas le voir. Nous pensons que ces deux hommes sont les durs, mais je crois que nous ne réalisons pas que les vrais durs sont ailleurs. Je suis d'accord. Je pense que c'est le principal problème, car pour le moment, on part du principe que les Russes avancent cette condition. Ils veulent tout le Donetsk. Mais on suppose que si nous attendons qu'ils aient Donetsk, il sera peut-être plus facile pour notre camp de l'accepter, afin que les Ukrainiens n'aient pas à abandonner le territoire qu'ils occupent. Vise dit à juste titre qu'à ce moment-là, l'armée ukrainienne sera considérablement affaiblie et la confiance envers l'OTAN sera encore davantage diminuée. Il y aura donc une énorme pression parmi leurs faucons, en Russie, donc, pour marcher jusqu'à Odessa, afin de s'assurer que l'OTAN ne puisse plus jamais leur faire cela. Je veux dire, c'est une catastrophe. Et la ville russe, je veux dire, vous savez, c'était une princesse de village qui est devenue tsarine à l'époque, non? Elle l'a aussi fondée. Quelle est l'autre ville? Toutes ces villes là-bas et tout ça. Il y a bien sûr beaucoup d'histoires dans celle-ci, et elle reprend vie pendant la guerre et des choses comme ça. Très regrettable, je dois dire. Je dirais aux Ukrainiens, vous devez négocier, car vous n'avez pas besoin d'attendre l'effondrement. Quand vous vous effondrez, et je l'ai vu dans tant d'autres pays, votre système politique s'effondre aussi. Vous n'avez pas besoin de laisser les choses aller aussi loin. Mais je pense qu'il semble maintenant que cela prenne cette direction. Je ne sais pas ce que nous hériterons d'un État en faillite ou en voie d'échec, ce que je regrette profondément, car je pense que nous devrions tous éprouver de la compassion pour ce qui arrive aux Ukrainiens. Ce sont les gens trahis. Ils sont utilisés pour des jeux de pouvoir à grande échelle. C'est leur sang. Bien sûr, ils ont aussi leurs problèmes et contradictions internes. Mais au final, c'est nous qui les avons poussés dans la guerre. Ils perdent leurs fils et leurs filles, tout leur avenir. Et vous savez, s'ils perdent davantage, le pays pourrait même ne pas survivre en tant qu'État fonctionnel. Ce serait un grand malheur, et nous ne devrions pas laisser cela arriver. Je pense que l'Europe porte une grande responsabilité pour avoir bloqué Trump dans ses négociations de paix. Nous sommes les fauteurs de troubles. Nous n'avons aucun pouvoir pour faire quoi que ce soit, mais nous sommes des fauteurs de troubles. Sinon, je pense qu'ils auraient accepté dès le tout début, quand Trump a dit « Vous savez, vous pouvez avoir la Crimée et vous pouvez avoir tous ces territoires. » Je ne pense pas que les Russes se battraient pour quelques villages de plus ou de moins. Mais ils ne faisaient pas confiance. Ils ne faisaient pas confiance à Trump pour pouvoir le mettre en œuvre. Parce que les Européens parlaient encore de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et de choses de ce genre. Alors ils ont tout gâché. Nous avons tout gâché. Ces gens de Merz et d'autres comme eux, je pense qu'ils sont vraiment responsables d'une grande partie des tueries qui ont lieu aujourd'hui. Macron, Starmer, je pense qu'ils ont du sang sur les mains. Eh bien, j'étais à Minsk la semaine dernière, et le ministre des Affaires étrangères de la Hongrie s'y trouvait aussi. Il a décrit le problème actuel en Europe comme une crise de la raison et du bon sens. Et il était assez difficile de ne pas être d'accord avec cela, car s'il existait une stratégie claire, ce que nous voulons atteindre et comment nous pouvons y parvenir, ce serait une chose. Mais comme vous le dites, saboter les initiatives de paix, alors qu'il n'y a aucun chemin vers la victoire, ne semble pas avoir beaucoup de sens. J'imagine que cela touche au-delà de l'image de soi désormais plus illusoire,
à une autre question toutefois. Qu'est-ce qui crée la paix? Car le projet européen après la Seconde Guerre mondiale reposait sur la coopération. Nous avons toujours dialogué les uns avec les autres. Nous avons de nouveau cherché à assurer notre sécurité ensemble, et non à nous dresser les uns contre les autres. Mais aujourd'hui, quand on entend les Européens parler de ce qui crée la paix, il semble que depuis 30 ans, petit à petit, cela signifie que la paix survient lorsque l'ennemi est vaincu. Absolument. Et nous appliquons aussi cette idée à la Russie, ce qui pour de nombreuses raisons est une proposition très absurde. Mais pourquoi? Comment en sommes-nous arrivés à cette idée de la paix par la victoire? Quand j'écoute ce Parlement, quand ils parlent là-bas, et malheureusement aussi le ministre de la Défense aux États-Unis, il y a ce dicton romain, vous savez, si vous voulez la paix, vous devez vous préparer à la guerre. C'est bien sûr complètement absurde, car cela signifierait que chaque État devrait se réarmer à nouveau afin d'empêcher les autres d'en faire autant. Nous avons cette très mauvaise image des autres, comme s'ils étaient toujours des ennemis, qu'il fallait garder son pistolet à portée de main parce qu'il pourrait vous attaquer ou autre. Ainsi, toute l'idée de négociation, de confiance dans les accords que l'on conclut, tout cela a disparu. C'est pour ça que nous ne négocions pas. Alors nous continuons simplement à accumuler de plus en plus d'armes. Et les Européens font ces choses absurdes. Quand on regarde cette feuille de route dont j'ai parlé plus tôt, il s'agit de centaines de milliards. Il n'y a pas d'étiquette de prix clair, mais je pense que c'est probablement des centaines de milliards. Ils veulent construire un mur de défense contre les drones. En même temps, les Russes ont ces fusées à propulsion nucléaire. Je veux dire, dans quel monde vivent-ils? Penses-tu que les Russes accepteraient de mener une guerre de drones avec les Européens? S'ils entrent en guerre, nous aurons les autres armes, et nous ne les abattrons pas avec ce que nous prévoyons d'utiliser contre les drones. Je veux dire, c'est puéril, vraiment. Même si tu penses que la Russie est un ennemi, que la Russie pourrait être dangereuse pour toi, ou peu importe, même dans ce cas, toute cette politique est complètement irrationnelle, non? Je veux dire, pourquoi l'OTAN ne fait-elle pas cela? Pourquoi l'Union européenne le fait-elle soudainement? Il n'y a aucune expérience en la matière. En réalité, il n'y a aucun mandat pour cela. Si tu regardes les traités, nous n'avons pas de mandat pour avoir une armée ou quoi que ce soit de ce genre. Mais nous le faisons. Je veux dire, ça n'arrivera pas. Non, toutes ces choses n'arriveront pas. Et cela finira par nous rattraper. C'est un peu de l'opportunisme. Ne jamais laisser une bonne crise se perdre. En ce qui concerne la centralisation ou la transformation de l'UE en une sorte d'États-Unis d'Europe, peut-être. Mais ce ne sera pas le cas. C'est le contraire qui se produira. Nous allons nous effondrer parce que nous ne pouvons pas nous le permettre. Penses-tu vraiment que les autres États vont permettre à l'Ukraine de devenir membre de l'Union européenne maintenant? Je veux dire, le premier pays à dire non sera probablement la Pologne. Regarde ça. Ils ne veulent même pas que les produits agricoles ukrainiens soient vendus en Pologne. Non, cela n'arrivera plus. Les Ukrainiens doivent être réalistes. Ils ne deviendront pas membres de l'Union européenne. Et si cela se fait, alors le projet européen s'effondrera de lui-même. Cela n'arrivera pas. Et la Biélorussie, voulons-nous aussi avaler la Biélorussie? Dans quel monde vivons-nous? J'aimerais voir quelques priorités stratégiques si l'UMMM veut être l'une des grandes puissances tout en cherchant à préserver son unité. Il me semble qu'une bonne approche serait de revenir au principe d'un projet économique. Si l'UMMM pouvait commencer à construire son propre écosystème numérique et devenir une puissance économique,
alors les Européens se tourneraient vers la coopération, simplement, dans un souci d'autonomie technologique et économique. Cela signifierait un peu plus d'indépendance vis-à-vis des États-Unis, de la Chine et même de la Russie, juste pour disposer d'une certaine souveraineté économique. Mais au lieu de cela, nous empruntons la voie de la guerre, ce qui nous rend plus dépendants des États-Unis pour la sécurité. Et cela signifie à son tour que nous devons encore davantage subordonner nos économies. J'ai l'impression que c'est destructeur dans son essence. Nous sommes en train de détruire nos économies. Je veux dire, les Allemands aussi. Nous aurons beaucoup de problèmes internes pendant longtemps. Il y aura également un déplacement du pouvoir en Europe. Nous aurons des conflits internes à cause de cela. C'est une politique irréaliste. J'ai parlé à un ancien politicien et je lui ai demandé, vous savez, avec le recul, referions-nous tout cela? Je veux dire, si nous reconnaissons nos erreurs, nous pouvons commencer à les corriger. Par exemple, en 2014, nous savons que la plupart des Ukrainiens ne soutenaient pas le renversement de Yanukovych. Et la conséquence a été qu'ils ont perdu la Crimée. Ils ont perdu 4 autres oblasts, des centaines de milliers de personnes sont mortes, les infrastructures ont été détruites. Et bien sûr, l'Europe se fragmente, l'Amérique se retire de l'Europe. Referions-nous tout cela? Si l'on pouvait revenir en arrière, peut-être que ce n'était pas une si bonne idée de renverser Yanukovych, de forcer l'Ukraine à choisir entre l'Est et l'Ouest. Et c'est un peu comme, oui, eh bien, c'était la bonne chose à faire, ce qui soulève en quelque sorte la question. Si l'on reste enfermé dans ces débats normatifs sur la manière dont on voudrait que le monde soit plutôt que sur la manière dont il fonctionne réellement, il ne semble pas y avoir beaucoup d'espoir de rectifier le tir. Comment le pourrions-nous s'il n'y a aucune reconnaissance de nos erreurs? Pendant 34 ans à l'ONU, pour moi, la Charte des Nations Unies est très importante. Vous savez, quand on travaille dans des pays déchirés par la guerre, on a besoin de la Charte de l'ONU. Sinon, on perd ses repères. Aujourd'hui, la Charte de l'ONU ne joue plus aucun rôle en Europe, ce qui est bien regrettable. Mais en réalité, si l'on regarde la guerre en Ukraine, la Charte dit que nous continuerons à avoir des conflits, mais que nous devons négocier nos différends afin d'éviter la guerre. Or, nous avons refusé de négocier. Et lorsque les Russes et les Ukrainiens étaient plus ou moins parvenus à un accord, ce qui était un brillant succès de la diplomatie ukrainienne à Istanbul, nous l'avons boycotté. Nous l'avons fait échouer parce que nous voulions la guerre avec la Russie. Nous voulions affaiblir la Russie. Et j'ai trouvé une citation très intéressante de Zelensky, 2 jours avant qu'il ne signe l'accord à Istanbul, car il subissait déjà des pressions pour ne pas aller de l'avant. Il a donné une interview à The Economist, dans laquelle il a dit quelque chose comme « Vous savez, nos amis occidentaux aimeraient que la guerre continue afin de, je ne sais pas, nuire à la Russie. » Quelque chose comme ça. Même si cela signifie la disparition de l'Ukraine et le sang du peuple ukrainien. Donc il a dit, 2 jours avant, le 28 mars 2022, exactement ce qui se passe aujourd'hui. Il le sait, mais il ne peut plus s'en sortir. Il ne peut plus s'en sortir. Il est constamment entouré de ses couleurs, de ses drapeaux, et de tous ceux qui vont là-bas et lui tapent sur l'épaule comme s'il était un grand héros. Alors, il ne peut pas, comment peut-il signer un accord de paix avec la Russie dans ces conditions? Il serait tué par son propre peuple. Si nous ne suivons pas les Américains en disant « Écoutez, vous devez accepter la réalité désormais créée par la guerre et en tirer le meilleur parti. Vous devez négocier avec la Russie selon ces conditions. » Alors que faisons-nous? C'est comme ça dans toutes les guerres. Si vous ne pouvez pas changer la situation, si la guerre éclate et que vous ne pouvez plus la modifier militairement, vous devez accepter ce que la guerre a produit. C'est simplement ainsi. Toutes les guerres dans le monde, je n'en connais aucune qui soit différente.
Et nous refusons de le faire. Nous refusons. Nous disons, vous pouvez encore gagner la guerre, et nous tuons des centaines de milliers de personnes à cause de cela. L'Europe a vraiment du sang sur les mains. C'est tout de même extraordinaire, tous ces accords qui ont été, je suppose, sabotés. Il faut se rappeler qu'en 2014, l'Union européenne, ou certains gouvernements européens, s'étaient engagés comme garants de ce gouvernement d'unité qui a ensuite été renversé, sans qu'aucune mesure ne soit prise. Les Européens ont également signé les accords de Minsk et ont ensuite suggéré que c'était simplement pour gagner du temps. Il est très difficile de comprendre pourquoi il y a eu un tel affaiblissement constant des issues diplomatiques et pacifiques, et à la place, un encouragement adressé à l'Ukraine à ne conclure aucun accord. Et la citation que vous mentionnez, ou celle que vous paraphrasez de Zelensky, l'entretien avec The Economist en mars 2022, est tout à fait extraordinaire, car comme vous l'avez dit, il l'expose clairement. Oui, certains de nos partenaires occidentaux veulent que nous continuions à nous battre, ne serait-ce que pour affaiblir la Russie, même si cela signifie la destruction de l'Ukraine. Je veux dire, cela vient de Zelensky, et est-il aussi un poutiniste maintenant? Ça n'a aucun sens. C'est juste étrange pour moi. S'il existait un plan de bataille pour que nous puissions d'une manière ou d'une autre vaincre la Russie, malgré le fait qu'elle soit la plus grande puissance nucléaire du monde et qu'elle considère cela comme une menace existentielle, alors très bien, voyons cette stratégie. Mais nous perdons cette guerre. Même maintenant, quand le choix est de savoir si l'Ukraine doit perdre la guerre plus vite ou plus lentement, en perdant plus d'hommes, plus de territoires, plus d'infrastructures, nous choisissons encore l'option la plus lente, même si cela entraînera aussi la chute de l'Europe. Dans les limites de la raison, il est très difficile de voir où se trouve la stratégie. Mais il ne présente pas de stratégie, je suppose. C'est décidé par des gens dont le sang n'est pas en jeu, dont les fils et les filles ne sont pas à la guerre. Je veux dire, c'est une question morale d'une ampleur incroyable. Et ce qui est intéressant, Glenn, c'est que nous avons en Europe, surtout en Allemagne, des médias très partisans. Je pense que les Britanniques ont déjà des médias plus libres, c'est-à-dire des médias qui amènent les gens à croire que nous sommes du côté moral. Nous sommes les bons moralement. Nous aidons à corriger certaines choses immorales qui se produisent dans le monde. Et l'autosatisfaction que nous avons, c'est incroyable. C'est incroyable. Il n'y a absolument aucune critique, quelle qu'elle soit. Mais puisque nous parlons de l'Allemagne, eh bien, pour l'Allemagne, le chancelier Helmut Schmidt avait soutenu en 1968 qu'il était important pour le pays de s'envelopper dans les deux principales institutions européennes, la Communauté européenne et l'OTAN, afin de s'assurer que le reste du continent se sente à l'aise face à la montée de la puissance relative de l'Allemagne. Ainsi, il n'est pas surprenant que pour que l'Allemagne se développe, il soit essentiel qu'elle le fasse dans le cadre de l'UMEB et de l'OTAN. Mais en même temps, l'Allemagne a également joué un rôle très constructif à l'Est, en tendant la main, en cherchant à réduire la confrontation militaire et en privilégiant la diplomatie et la compréhension mutuelle, atténuant ainsi certaines des pires tensions grâce à l'Ostpolitik. Mais après la guerre froide, beaucoup espéraient qu'il y aurait une unité entre l'Occident et la Russie, un peu comme celle qui s'est établie entre la France et l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Mais au lieu de cela, je pense que l'UM et l'OTAN sont devenus des institutions visant à construire une Europe sans les Russes. Et encore une fois, les deux principales institutions que Helmut Schmidt considérait comme permettant à l'Allemagne d'adopter une posture pacifique semblent désormais raviver ou encourager une sorte de politique de bloc rappelant la guerre froide. Mais voyez-vous,
Je veux dire, je pense que la plupart des Européens devraient se tourner un peu vers l'Allemagne, car c'était, vous savez, le centre de pouvoir de l'Europe, l'économie qui faisait avancer le continent. Alors, les responsables politiques allemands parlent-ils encore de la manière dont l'Allemagne pourrait favoriser une Europe plus inclusive, sans cette logique de bloc? Absolument rien. Vous savez, M. Merz dit maintenant que l'Allemagne devrait avoir la plus grande armée d'Europe, c'est-à-dire même plus grande que l'armée russe. Et d'ici 2029, si tout se déroule comme prévu, nos dépenses militaires seront bien supérieures à celles de la Russie. Je veux dire, comment notre voisin, comment les Tchèques voient-ils cela? Les Polonais, les Néerlandais, même les Français. Comment perçoivent-ils cette idée selon laquelle nous aurions désormais une Europe militarisée dont la grande puissance serait l'Allemagne? Pensent-ils vraiment que cela sera mis en œuvre? Cela ne fonctionnera pas. Cela divisera l'Europe. Nous avons déjà eu la plus grande armée 2 fois, et cela ne s'est pas très bien passé. Donc je pense que la 3e fois ne se passera pas bien non plus. Je pense qu'en Allemagne, tout le monde voit désormais que toute tentative de dialogue avec la Russie est qualifiée d'apaisement. Parce que, comme notre ministre des Affaires étrangères l'a dit un jour, la Russie est notre ennemi intérieur. En gros, on ne peut même pas leur parler, car ils sont toujours perçus comme l'ennemi. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. L'Allemagne a toujours eu 2 faces, et celle-ci a complètement pris le dessus. Et je pense que ça ne changera qu'après que nous aurons perdu la guerre. Peut-être qu'alors les gens commenceront à réfléchir. Si l'on regarde les sociodémocrates, même au Parlement, même la gauche est extrêmement favorable à la guerre. Je veux dire, je suis là à me demander, qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont les sociodémocrates. Je veux dire, quand on entend les sociodémocrates français, ou les socialistes, comme ils s'appellent eux-mêmes, ce sont parmi les pires va-t-en-guerre que nous ayons au Parlement. Une partie de cette rhétorique enflammée sur le réarmement vient en réalité de la gauche. La gauche scandinave est un peu différente, certes, mais voilà à quoi ressemble la majorité. Vous savez, quand tout le monde se lève, parce que la Biélorussie est censée rejoindre l'Union européenne, la droite comme la gauche, tout le monde se lève, et moi je suis assis là avec une vingtaine de personnes au fond. Nous sommes les seuls à ne pas nous lever, parce que nous pensons que c'est de la folie. Et voilà ce que fait le Parlement. Pendant ce temps, nous perdons la guerre en Ukraine, et Israël perd ses guerres de l'autre côté de la Méditerranée. Comme si rien de tout cela que je dis. Je ne comprends pas. Encore une fois, si l'objectif était simplement de s'entendre, d'avoir une Europe pacifique, alors si l'on prend la Biélorussie comme étude de cas, il semble qu'il existe déjà des voies bien meilleures. Car même maintenant, avec toutes les tensions actuelles, j'étais à Minsk la semaine dernière, le président Loukachenko continuait de souligner pourquoi toutes ces sanctions, pourquoi toute cette provocation. Nous pouvons encore travailler ensemble. Et en effet, l'intérêt de la Biélorussie, du point de vue du gouvernement biélorusse, est de diversifier son commerce. Ils ne veulent pas mettre tous leurs œufs dans le panier russe, car ils deviendraient trop dépendants. Donc ils souhaitent travailler davantage avec l'Europe. Lorsque les Américains les ont contactés sous Trump en disant « Essayons d'améliorer nos relations », ils étaient enthousiastes. En effet, certains étaient un peu inquiets que le gouvernement soit peut-être trop enthousiaste, car il pourrait se faire duper. Comme avec Trump, vous savez, il a été assez trompeur lorsqu'il a traité avec les Iraniens, par exemple. Mais du côté biélorusse, ils étaient très heureux. Ils veulent travailler avec l'Europe. Et cela m'a un peu rappelé les Géorgiens, car ils disent tous, eh bien, nous aimerions faire partie de l'UNOGOMEL. Nous voulons travailler davantage avec l'UMEB. Nous n'allons pas être la deuxième ligne de front contre les Russes. Nous n'allons pas faire cela. Et cela ne suffit pas. Pourquoi cela ne suffit-il pas?
Je veux dire, c'est une position confortable, celle d'avoir une union. C'est le Parlement européen. Et pourquoi est-ce le chef de l'opposition qui nous dit qu'aux élections, il aurait gagné ou aurait déjà gagné si elles n'avaient pas été truquées? Il devrait vraiment être le président de la Biélorussie. Et dans ce cas, la Biélorussie serait avec l'UNOP. Je veux dire, comment peut-on faire confiance à cela? C'est une véritable politique. Ma dernière question, cependant, concerne ce que vous voyez se passer en Europe de l'Est. Parce que, vous savez, certains pays ont des raisons historiques de nourrir des griefs envers les Russes. Je veux dire, il y a beaucoup de pays d'Europe de l'Est qui ont vécu sous le joug de Moscou pendant la guerre froide. Mais malgré tout, on voit maintenant que la principale opposition, je l'appellerai une opposition pacifiste, qui se développe au sein de lui-même, semble être la Hongrie, la Slovaquie et de plus en plus la République tchèque. Aussi en Roumanie, n'oublions pas la Roumanie. Comment expliquez-vous cela? Je veux dire, ces États sont des exceptions, mais tout de même, comment ça peut-il avoir du sens? Je ne sais pas, vraiment. Je ne sais pas. C'est juste que je trouve intéressant que la Hongrie, avec le soulèvement, ait eu de vrais problèmes avec les Russes, plus que n'importe quel autre pays. Mais je pense qu'ils sont voisins, et qu'il faut s'entendre avec son voisin. Ils voient qu'il y a une possibilité de s'entendre avec leurs voisins et de ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier, en France, je crois. Je veux dire, l'Union européenne était autrefois très attractive pour d'autres pays, mais nous perdons cette attractivité parce que nous jouons un rôle moins politique. Nos économies déclinent. Nous pourrions avoir un énorme problème économique en France qui pourrait déclencher, certains disent même pourrait déclencher, l'effondrement de l'euro. Je veux dire, je ne m'y connais pas vraiment, mais vous savez, c'est pas un petit problème si la France s'effondre économiquement. Et donc je pense que nous sommes bien moins attractifs. Vous savez, quand on parle avec les Chinois, ils pensent toujours « Ah, peut-être que l'Europe pourrait être un partenaire, peut-être qu'on pourrait s'entendre ». Ils pensaient probablement même qu'ils pourraient avoir plus de relations avec l'Europe qu'avec les États-Unis. Je pense que tout cela est en train de changer maintenant. Tout change. Je crois qu'il y avait l'espoir que l'Europe se comporterait de manière rationnelle. Nous avons été tellement impolis lors de cette célébration du 50e anniversaire entre l'UEPBEV et la Chine. Lorsqu'ils ont organisé une réception, aucun député européen sauf 3 ne s'est présenté. Et c'était seulement des gens comme nous. Tous les autres ne sont pas venus. Ils ont essentiellement dit que la Chine n'était pas importante pour nous. Et von der Leyen ne voyage pas en Chine. Elle dit qu'elle ne veut plus y aller. Enfin, qui est-elle? Je veux dire, c'est la situation actuelle. Et je pense, oui, que cela va changer. Cela changera au moment où la guerre sera perdue, car ils se rendront compte que leur politique ne fonctionne pas. Quoi qu'il en soit, nous aurons de grands problèmes pour l'avenir. Et avec toutes les guerres dans notre voisinage, que ce soit à Gaza, en Cisjordanie, au Liban ou en Syrie, nous intervenons en Syrie pour soutenir cet ancien chef d'Al-Nosra et des choses de ce genre. Je pense que tout cela ne va pas fonctionner. Cela ne va pas fonctionner. Et le nouvel Iran, je veux dire, l'Iran a très clairement gagné la guerre. Et est-ce qu'Israël va réattaquer l'Iran? Je ne pense pas qu'il puisse se le permettre sans les États-Unis. Et je ne pense pas... Enfin, vous savez, c'était intéressant quand Trump a prononcé, je crois, un discours à la Knesset à la fin. Il dit « Vive l'Amérique », bien sûr. Et ensuite il dit « Vive le Moyen-Orient », pas Israël. Je veux dire, il y a quelque chose là-dedans. Il ne faut pas oublier que l'opinion publique aux États-Unis se retourne contre Israël, elle devient plus critique. Vous savez, quand on entend les propos de Tucker Carlson, même ce Charlie Kirk, je ne les connaissais même pas avant,
Ce sont bien sûr des gens qui étaient des soutiens inconditionnels d'Israël. S'ils perdent cela, et qu'ils perdent beaucoup de soutien en Europe, je veux dire, Israël ne pourra pas survivre ainsi. Je ne dis pas que l'État va disparaître, mais tous leurs projets d'expansion et de croissance, je pense que c'est terminé. Je pense vraiment que c'est fini. Pensez-vous que l'Union européenne pourrait cesser d'exister? Parce que, eh bien, en ce moment, si elle n'est plus le projet de paix traditionnel, elle n'a plus la force d'attraction politique et elle n'a plus la capacité d'apporter des avantages économiques clairs à ses États membres. Si l'unité devient trop dépendante de la lutte contre la Russie et que la guerre est perdue, pensez-vous que l'Union européenne elle-même pourrait se dissoudre? Peut-être pas dissoute, mais elle ne survivra pas telle qu'elle est aujourd'hui. Elle ne survivra pas. Elle ne peut pas survivre. Regardez le soutien du public. Je veux dire, traditionnellement, seuls 40% des Européens votaient aux élections du Parlement européen. Maintenant, c'est 50%. Mais c'est seulement 50% parce qu'entre-temps, environ 20% d'entre eux sont anti-UE ou dans une certaine mesure eurosceptiques. Cela a augmenté, mais cela reste seulement 50%. Et je pense que lorsque nous voyons la popularité de Merz et de Macron dans l'UME et des choses de ce genre, la population se retournera contre elle. Nous verrons les partis de droite remporter les élections de plus en plus souvent. Je veux dire, ils ont très peur. Ils ne pensent pas que l'Union européenne doive continuer telle qu'elle est aujourd'hui. Donc je pense que l'UE va être confrontée à un énorme problème interne, rien que pour survivre. Et je veux dire, von der Leyen est extrêmement impopulaire. Extrêmement impopulaire. C'est aussi une institution complètement antidémocratique. La semaine prochaine, nous aurons une session à l'Union européenne où nous examinerons les sanctions contre des individus. Je veux dire, l'Europe, à travers le Conseil européen, agit comme législateur, juge et exécuteur, tout à la fois. Dans une démocratie, on est censé séparer ses pouvoirs, mais l'Union européenne les traite comme un seul. Elle décide des trois. Et ils imposent des sanctions très sévères aux individus, y compris aux journalistes. Nous aurons donc une discussion publique, et j'espère que beaucoup de journalistes viendront à celle-ci. Parce que pour moi, je veux dire, je suis une personne très conservatrice. Je pense que nous devons défendre l'état de droit. Si dans cette guerre, l'état de droit passe par la fenêtre, ce qui est le cas dans une certaine mesure, et si la démocratie passe par la fenêtre, comme avec les élections en Moldavie, alors je pense que nous ne perdons pas seulement la guerre, mais aussi notre propre identité en tant qu'Europe démocratique. Et je pense que nous en sommes très proches. C'est pourtant une malédiction. Si l'on est trop convaincu de sa propre vertu, que l'on incarne le bien combattant le mal, alors la séparation des pouvoirs, qui empêche d'agir pour faire le bien, devient une mauvaise chose. Faire respecter les lois électorales, ou par exemple, en Moldavie, si le résultat signifie qu'il s'éloigne de l'Union européenne pour rejoindre les pays mauvais, alors la démocratie devient elle aussi problématique. Cette présomption de vertu, je pense, se retrouve également dans nos traités. Regardez la Charte des Nations Unies. Je suis désolé d'y revenir, mais c'est important pour moi. Je veux dire, la Charte des Nations Unies a été un cadeau des Américains au monde. Sans Roosevelt, nous n'aurions pas de Charte des Nations Unies. Toute l'idée était qu'il n'était pas nécessaire de répéter le traité de Versailles, qu'on pouvait faire quelque chose de différent, que nous pouvions tous travailler ensemble, et ainsi de suite. C'est une idée largement soutenue à l'extérieur. Quand je parle à des Africains, à des Indiens ou à des Chinois, ils sont tous favorables à la Charte des Nations Unies. Mais ces 10% de pays de l'OTAN pensent soudain qu'ils peuvent s'en passer. C'est encore cette idée d'un monde unipolaire. Nous faisons les règles, l'ordre fondé sur des règles,
et ainsi de suite. Nos règles. Ce n'est plus le cas. C'est définitivement terminé. Et cela s'accélère aussi à cause de ces deux guerres que nous sommes en train de perdre. Non seulement à cause des guerres, mais elles en accélèrent le processus. Eh bien, je suppose que vous avez une grande journée au Parlement européen. Alors je vais... Si je survis à ça, je te le dis, je préférerais être dans des pays en guerre. Je te le dis, Glenn, la plus grande guerre que j'ai vue, c'est bien sûr la guerre Iran-Irak. Tu pouvais parler aux Iraniens, parce que, tu sais, on faisait toujours ce lien, tu pouvais leur parler calmement. Ce que je vois ici, on ne peut pas en parler. J'entends un langage que je n'ai jamais entendu en Iran. Je veux dire, ils étaient attaqués par l'Irak à l'époque, même avec des armes chimiques et tout ça, mais tu pouvais encore leur parler rationnellement. Bien sûr, ils avaient des intérêts différents et tout, mais cette sorte de proximité, cette envie de hurler sur tout le monde qui dit quelque chose de différent ou fait une autre suggestion, je n'ai jamais vu ça ailleurs. Et nous pensons être le sommet de la civilisation. Je ne vois pas ça au Parlement. Oh, c'est une situation tout à fait extraordinaire. Eh bien, merci encore d'avoir pris le temps. Merci beaucoup, Glenn. J'aimerais qu'il y ait un peu plus d'optimisme à ce sujet. D'accord, à bientôt. Au revoir. Oui, merci. Thank you.